Donc je commence avec ce document-là que je vous ai envoyé hier soir corrigé, qui montre le sens de circulation du sang. Alors je vais vous le partager parce que je pense que vous ne le voyez pas pour l'instant. Voilà, partager. Juste une personne, si quelqu'un peut allumer son micro pour me dire si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, super, merci. Alors on y va. Ok. Voilà, donc on commence avec ce document-là qui est le sens de circulation du sang dans le cœur. Alors normalement le sang circule à droite et à gauche en même temps et de la même façon. Donc en même temps, c'est-à-dire que vous allez avoir une entrée du sang de l'oreillette droite vers le ventricule droit et en même temps de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Mais pour mieux comprendre le sens de circulation à sens unique, je vous ai vraiment fait des schémas par moitié, par hémichœur droit et gauche. L'idée, c'est vraiment d'avoir à l'esprit le fonctionnement des valvules, de toutes les valvules que vous avez dans le cœur. Donc pour ça, ce schéma du TP que je vous avais déjà donné, hein, à la fin de la correction du TP, peut vraiment vous aider à bien comprendre. Donc moi, je vais expliquer le schéma précédent en regardant celui-ci. Donc, vous avez une entrée du sang venant des organes vers l'oreillette droite. Ce sang est censé rester dans l'oreillette droite si la valvule tricuspide est fermée. Dès que la valvule tricuspide va s'ouvrir, le sang va s'écouler dans le ventricule gauche. Dans le ventricule droit, pardon. Donc une fois qu'il est dans le ventricule droit, vous allez avoir une fermeture de la valvule tricuspide. Ce qui fait que le sang qui est ici ne peut pas retourner en arrière. Il est obligé de rester à droite. Puis, ce sang va aller vers l'artère pulmonaire quand la valvule sigmoïde qui est ici va s'ouvrir. Sinon, il est coincé dans le ventricule droit. De l'autre côté, le sang, après avoir été hématosé par les poumons, va revenir au cœur pour aller dans l'oreillette gauche. Tant que la valvule bicuspide ou mitrale est fermée, ça reste dans l'oreillette gauche. La valvule va s'ouvrir, le sang va passer dans le ventricule gauche. Une fois que le sang est dans le ventricule gauche, il ne peut pas revenir en arrière parce que entre deux, cette valvule bicuspide s'est fermée. Donc il est coincé dans le ventricule gauche. Il faudra attendre que la valvule sigmoïde s'ouvre pour qu'on puisse envoyer le sang dans les artères. Donc tout dépendra du mouvement des valvules, ouverture ou fermeture. Donc ça déjà, il faut bien l'avoir en tête, le schéma du cœur, il faut bien l'avoir en tête pour l'activité que vous allez devoir faire et me rendre pour vendredi. Donc bien penser au nom des valvules qui sont entre les oreillettes et les ventricules. Donc ces valvules entre les oreillettes et les ventricules, on appelle ça des valvules auriculo-ventriculaires, mais on peut aussi appeler ça tricuspide et mitrale. Les valvules entre ventricule et artère, on va appeler ça valvules sigmoïde. Voilà, donc déjà cette première chose sur ce schéma, est-ce que ça va ou vous avez des questions à poser sur ce sens de circulation du sang? Ok pour Sarah. Les autres? Pas de questions? Ok, donc si vous n'avez pas de questions, je passe à la suite. Non, non, non. Ok, super. Très bien. Donc si vous n'avez pas de questions, je passe à la suite. Et on va regarder, voilà, cette partie-là que vous allez retrouver dans cette activité qui est ici. Donc le fonctionnement du cœur. Donc vous savez hein, depuis longtemps que le cœur bat, hein, c'est une pompe qui va faire rentrer le sang dans le cœur pour le faire ressortir et envoyer vers les organes. Donc ce battement cardiaque se fait de manière régulière et répétée jusqu'à la mort de la personne. Donc ce battement cardiaque, c'est ce qu'on appelle une révolution cardiaque. Donc on parlera de révolution cardiaque, de cycle cardiaque ou de battement cardiaque.
Si on veut mettre en évidence la révolution cardiaque chez une personne, on peut écouter son cœur avec un stéthoscope et on va entendre donc le cœur battre. Ce que va entendre le médecin, ce sont deux bruits. Un premier bruit qui est toum, donc un bruit assez long, et un bruit plus rapide qui est ta. Ce qui fait que le médecin entendra toum, ta, etc., etc. pendant des années. Donc voilà, ce toum et ce ta marquent le fait que votre cœur fonctionne et fait un cycle, une révolution cardiaque. Les révolutions cardiaques durent environ 0,8 secondes, mais ça peut être plus long ou plus court, en fonction des patients. Si c'est plus long, c'est que votre cœur bat plus lentement, vous êtes en bradycardie. Si c'est plus court, c'est que le cœur va vite, vous êtes en tachycardie. Vous verrez dans l'activité que vous avez à faire pour vendredi, le cœur ne bat pas à 0,8 secondes. Je ne vais pas vous donner la réponse, mais il bat à un autre rythme. Dans ce battement, on va avoir deux phases, la contraction et la diastole. Donc la contraction du cœur, c'est ce qu'on appelle la systole, et le relâchement au repos du cœur, c'est ce qu'on appelle la diastole. Donc quand le cœur se... Alors je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé la parole. Non? Ok, alors je continue. Voilà, donc quand le cœur se contracte, les oreillettes vont se contracter, donc elles vont devenir plus petites, elles vont envoyer le sang dans les ventricules qui vont se contracter également. Donc cette phase de contraction, c'est ce qu'on appelle la systole et ça dure 0,3 secondes. Puis les ventricules, une fois qu'ils ont terminé leur contraction et qu'ils auront envoyé le sang dans les artères, bien la contraction cardiaque sera terminée et le cœur va passer en phase de repos. Cette phase de repos, la diastole dure 0,5 secondes. Donc vous remarquez que finalement, le cœur travaille moins qu'il ne se repose. Autrement dit, il se repose plus longtemps qu'il ne travaille. Bon, ça n'arrive pas à tout le monde, mais pour le cœur, c'est comme ça. Mais c'est aussi ce qui explique pourquoi il dure longtemps, il fonctionne longtemps, parce que le cœur, voilà, c'est votre outil de survie, et il vaut mieux qu'il se repose plus longtemps qu'il ne travaille, si on veut vivre un certain nombre d'années. Alors, cette révolution cardiaque, on peut la mettre en évidence avec un cardiographe, que vous avez ici représenté sur ce schéma. Alors, en 2020, on ne fait plus comme ça, on met des électrodes sur le cœur et on enregistre. Mais cette expérience va vous permettre vraiment de bien comprendre le mode de battement et également de mettre en évidence une caractéristique importante du cœur. Parce que là, le cœur, on va le sortir du corps de la grenouille. Hein, ici, on travaille sur une grenouille. On le sort du cœur, on l'isole, du corps, pardon, on l'isole. Et on va travailler dessus. Et il continue à battre. Ça veut dire qu'un cœur isolé continue à battre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir quand on regarde des documentaires médicaux, par exemple. On est tout à fait capable d'aller chercher un cœur à Marseille pour aller le greffer à un patient à Lille. Donc on n'amène pas le corps du patient décédé en mort encéphalique, hein, on récupère que le cœur. Et le cœur continue à vivre quelques heures jusqu'à ce qu'on le mette dans le nouveau corps. Donc un cœur isolé continue à battre. On comprendra pourquoi la semaine prochaine avec la suite du cours. Mais pour aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que ici, le cœur, on l'accroche à un fil avec un stylet qui est relié à une sorte de papier. Donc, quand le cœur va bouger, le stylet ici va bouger également et on va tracer des choses sur le papier. Donc quand le cœur se contracte, la contraction fait que le cœur se réduit, il devient plus petit. Donc en devenant plus petit, on va tirer sur le fil et donc on va lever le levier et on va tracer vers le haut. Donc je tire ici, le levier forcément ira vers le haut. Je vais donc voir apparaître une montée au niveau du tracé. Quand le cœur va se relâcher, au contraire, il va reprendre une forme volumineuse et le fil va se détendre et le levier ira vers le bas. Donc c'est pour ça que vous avez ici une descente. Donc on comprend bien sur ce document que en contraction, on a une phase de montée et en repos, on a une phase de détente. L'ensemble montée-descente représente une révolution cardiaque, un cycle ou un battement. Donc par exemple, sur ce document,
combien est-ce que vous comptez de cycles? Alors Angel, comme tu as un micro, est-ce que tu peux répondre? Combien est-ce que tu comptes de cycles cardiaques? Vas-y. 3. Alors 3 en haut, mais aussi 3 en bas. Et 3 en bas. Voilà. Voilà, donc on a 6 cycles représentés. Et ça, en réalité, bah, c'est toute la vie que ça sera comme ça. Ok? Alors, j'essaie de vous simplifier ce schéma en dessinant ici en bas le tracé. Donc, on va essayer de regarder un petit peu plus en détail. Donc, finalement, un cycle, c'est tout ça. Donc, un cycle, ça va de là à là. Ici, je vous ai dessiné 2 cycles. La phase de montée, si on la regarde en détail, on a une petite montée, donc vous l'avez ici, et une grande montée. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de petit dans le cœur qui se contracte et qui est suivi par la contraction de quelque chose de plus grand. Alors, qu'est-ce qui est petit dans le cœur et qui peut se contracter? Et qu'est-ce qui est plus grand dans le cœur et qui va se contracter ensuite? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre? Manon, allume ton micro. Oui, alors, qu'est-ce qui est petit dans le cœur et qui peut se contracter? Si je prends ce schéma-là, qu'est-ce qui est petit dans le cœur et qui peut se contracter? Dans le cœur, il n'y a que 2 parties, hein, oreillette et ventricule. Alors, qu'est-ce qui est plus petit, l'oreillette ou la ventricule? L'oreillette. L'oreillette. Donc, l'oreillette va se contracter en premier, d'où cette phase de montée. D'accord? Et la contraction de l'oreillette sera suivie de la contraction du ventricule qui est plus grand. D'où la deuxième phase de montée que vous avez là. Donc sur ce schéma, on distingue la contraction des oreillettes suivie de la contraction des ventricules. Donc quand l'oreillette se contracte, elle devient plus petite, elle appuie sur le sang et elle envoie le sang au ventricule. Donc quand elle se contracte, que ce soit ici ou là, elle envoie le sang au ventricule. Puis le ventricule va se contracter. Quand il se contracte, il appuie sur le sang et il éjecte le sang vers les organes. Donc ici, c'est pareil. On éjecte vers les organes. Ça veut dire que dans cette partie de systole, contraction, on va d'abord contracter les oreillettes, systole auriculaire, puis on contractera les ventricules, systole ventriculaire, afin d'envoyer le sang dans les organes. Quand le sang est envoyé dans les organes, le cœur est au repos, il a fini son boulot. Le sang n'est plus dans le cœur, il va vers les organes. Donc le cœur va pouvoir se reposer, et cette phase de repos, c'est ce qu'on appelle la diastole. Donc finalement, au niveau de votre cycle cardiaque, vous avez 3 phases importantes: la systole auriculaire, contraction des oreillettes, la systole ventriculaire, contraction des ventricules, suivie du repos du cœur. Et ça se fait toujours dans le même sens. Systole auriculaire, systole ventriculaire, diastole, donc repos du cœur. Une fois que le cœur s'est bien reposé, on recommence. Systole auriculaire, systole ventriculaire, repos du cœur. Autrement dit, contraction des oreillettes, j'envoie le sang vers les ventricules. Contraction du ventricule, j'envoie le sang dans les artères. Puis, repos du cœur. Voilà pour cette partie-là. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions là-dessus avant que je continue? Ça va, ok. Apolline, c'est bon? Ok. Ah, Asia nous a rejoint, génial. Bonjour Asia. Si tu as un micro, tu peux aussi l'activer, il n'y a pas de souci. Donc tout le monde va bien, donc je continue parce qu'on va pouvoir enchaîner sur l'activité que vous devez faire pour demain. Alors, je retourne donc. Ok Asia. Donc je retourne vers mon cours. Donc ça, c'était la partie d'introduction. Et vous allez pouvoir utiliser ce que vous avez appris ici pour faire cette activité.
Donc, globalement, la révolution cardiaque, on peut l'observer, donc comme ça, ou bien l'observer en mesurant différents paramètres, ce que vous avez ici sur ce document. Donc, sur ce document, vous avez une révolution cardiaque de représenter. Elle commence ici en A et se termine ici en C. Donc, ça veut dire que tout ce qui est là, c'est de la révolution cardiaque. C'est ce qui se passe pendant la contraction et le repos du cœur, donc pendant un cycle. Seulement, on visualise ça différemment puisque on peut mesurer différents paramètres comme la pression, le volume de sang dans le ventricule gauche et les bruits du cœur. Alors, ce schéma a été fait en tenant compte de la moitié du cœur gauche, donc la partie gauche du cœur. On aurait exactement le même schéma si on tenait compte de la partie droite du cœur. Ça serait exactement pareil. On va mesurer la pression à l'intérieur de l'oreillette. Donc ici à l'intérieur de l'oreillette gauche. Voilà, donc pression à l'intérieur de l'oreillette gauche. Puis on va mesurer la pression à l'intérieur du ventricule gauche. Et enfin la pression à l'intérieur de l'artère aorte. Donc, je reviens. Oreillette gauche en violet, pression dans le ventricule gauche et pression dans l'artère aorte. Vous avez aussi le volume de sang mesuré dans le ventricule gauche. Donc vous voyez que ce volume n'est pas constant. S'il était constant, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'entrée ni de sortie de sang. Ça reste toujours pareil. Là, vous voyez que ça augmente. Donc quand ça augmente, ça veut dire qu'il y a du sang qui rentre dans le ventricule gauche. Mais vous voyez aussi que ça descend. Donc quand ça descend, ça veut dire qu'il y a du sang qui sort du ventricule gauche. Et puis les fameux bruits du cœur dont on a parlé tout à l'heure, le fameux TOUM et le TA. Donc dans une révolution cardiaque qui commence ici à la lettre A, donc dans une révolution cardiaque, vous avez un TOUM, un TA. TOUM, TA. Et puis dans le prochain cycle qui se fait derrière, en continu, vous aurez à nouveau un TOUM et un TA. Alors, dans l'activité, vous allez devoir répondre à plusieurs questions. Alors, je suis consciente que c'est une activité compliquée. J'ai donc mis un document et des schémas pour essayer de vous faire comprendre un peu mieux. J'ai vraiment décortiqué toutes les questions, là. On va y revenir. Et puis, seulement quand vous aurez fait ça, je vous conseille vraiment pas de le faire avant, sinon vous allez vous embrouiller. Seulement quand vous aurez fait ça, vous irez voir cette vidéo qui est plutôt bien faite. C'est une vidéo qui est faite par l'éditeur de votre livre, le livre que vous avez en cours, là, Nathan. Donc elle est plutôt pas mal. Et vous pourrez vous auto-corriger. Ce matin, j'ai discuté avec des élèves et ils m'ont dit qu'après avoir vu la vidéo, ils avaient repéré certaines fautes et ils se sont corrigés. Donc voilà. Ça, vous me le rendrez vendredi soir, samedi ou plus tard. Lundi, je vous envoie le corrigé entier de cette activité et je vous ferai également une vidéo explicative pour ce document-là qui est vraiment un document classique sur lequel les élèves qui vont au rattrapage de bac pourraient très bien tomber. Voilà. Alors, on va reprendre cette première question. Donc, dans la première question, je vous demande de comparer les pressions entre elles et de me dire laquelle est supérieure, inférieure, etc. Sachant pour la deuxième question que quand la pression augmente, donc quand on a une augmentation de la pression dans une cavité, ça veut dire que la cavité se contracte. D'accord? Donc on va essayer de faire les deux questions en une, on va le faire ensemble. Alors, je vais agrandir un petit peu. Voilà, donc quand vous regardez pour l'instant la phase A, bien sûr je ne vais pas tout faire avec vous, je vais faire que la A. Donc quand vous regardez la phase A, pour la phase A, je vous demande de comparer la pression auriculaire à la pression ventriculaire. Ça veut dire que en A, on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans l'artère aorte. On est en début de révolution cardiaque. En début de révolution cardiaque, comme on l'a vu ici, on va plutôt travailler avec une systole auriculaire et une systole ventriculaire. Donc on n'a pas encore éjecté le sang vers le cœur. Donc pour l'instant, je regarde ce qui se passe entre les oreillettes et les ventricules. Alors, quand vous regardez ici, quelle est la pression
la plus importante? Est-ce que c'est la pression auriculaire ou la pression ventriculaire? Apolline, allume-moi ton micro et dis-moi un petit peu. Quelle est la pression supérieure à l'autre? La pression auriculaire. La pression auriculaire. Je vous rappelle que l'auriculaire, ça veut dire oreillette. Donc, ça veut dire que la pression dans les oreillettes est plus forte que la pression dans les ventricules. Si on comprend bien ça, et la phrase que je vous ai mis ici, sachant qu'une augmentation de pression dans une cavité est le signe d'une contraction de la paroi de cette cavité. Si vous avez une augmentation de pression auriculaire, la pression qui est en augmentation, vous voyez qu'elle monte et qu'elle est supérieure à la pression ventriculaire, ça veut dire que les oreillettes sont en train de se contracter. Vous suivez? Apolline, ça va? Donc, hop, je vais aller regarder vos petits messages. Oui, ok. Donc voilà, dès que vous avez une pression supérieure à l'autre et une pression qui est en train de monter, ça prouve que la partie concernée est en train de travailler. Donc ici, c'est l'oreillette qui est en train de travailler. Elle se contracte. Si on reprend ce qu'on a vu juste avant ici, l'oreillette est en train de travailler, elle se contracte. Comment s'appelle la phase représentée dans ce document qui correspond à cette partie? Est-ce qu'on est en diastole? Est-ce qu'on est en systole auriculaire? Ou est-ce qu'on est en systole ventriculaire? Allez, j'attends votre réponse. Vas-y, Apolline. Systole auriculaire. On est en systole auriculaire. Est-ce que ça va pour les autres? À partir du moment où c'est l'oreillette qui se contracte, voilà, si on voit que c'est l'oreillette qui a une pression supérieure et que cette pression augmente, c'est qu'elle se contracte. Si elle se contracte, cette oreillette, c'est qu'on est en systole. Systole, ça veut dire contraction. Et contraction de l'oreillette. Voilà. Est-ce que pour l'instant, ça va? Oui, pour Sarah. Laurie, c'est bon? Ok, Asia. Laurie, elle dort? Non, ça va. Ok, super. Alors, on continue. Donc, je reprends ici. J'ai déjà en tête, voilà, l'idée que cette phase, ça s'appellera la systole auriculaire. Donc, augmentation de la pression des oreillettes, augmentation de la pression des ventricules en vert, mais l'oreillette reste supérieure au ventricule, c'est donc elle qui travaille. Donc, systole auriculaire. Qu'est-ce qui se passe en systole auriculaire? Je retourne voir ce schéma-là, finalement, il est pas mal. Quand l'oreillette se contracte, elle envoie le sang vers les ventricules, que ce soit à droite ou à gauche. Donc en systole auriculaire, il va falloir que le sang descende dans le ventricule. Si le sang passe des oreillettes au ventricule, ça veut dire que mon volume de ventricule, volume sanguin dans le ventricule, va augmenter. Je répète, si mon oreillette se contracte, elle envoie le sang vers le ventricule, son volume augmente. Je vérifie avec mon schéma. Le volume, donc la phase A, elle est ici, elle commence là. Ah, je vois bien que mon volume, il augmente. Donc ça veut dire que le ventricule, il commence à recevoir du sang. Donc pendant la phase A, systole auriculaire, le ventricule commence à se remplir en sang. À la fin de cette phase A, si je regarde ici au niveau des pressions, j'ai un croisement entre la pression auriculaire et la pression ventriculaire. Les deux pressions en fait se rencontrent. Il y a donc un moment où elles sont égales. Au moment où elles sont égales, ces deux pressions, pourquoi elles sont égales? Parce que la pression auriculaire commence un petit peu à baisser à la fin, alors que la pression ventriculaire, elle, augmente. Donc au moment où ces deux pressions se croisent et deviennent égales, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? J'entends un bruit. Toum!
qu'est-ce qui peut faire du bruit dans le cœur? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Le sang qui passe peut faire du bruit, mais ce qui fait du bruit surtout, et c'est ce que je vous ai écrit dans le document, c'est les mouvements de valvules, et plus précisément les fermetures. C'est un peu comme vous à la maison, hein. Si vous ouvrez une porte, vous pouvez éventuellement l'ouvrir délicatement pour voir ce qui se passe de l'autre côté, mais si vous fermez une porte, vous pouvez aussi avoir tendance à la claquer. Et quand vous claquez la porte, bah, ça fait du bruit. C'est la même chose pour votre cœur. Quand le sang est passé de l'oreillette au ventricule, la porte se ferme derrière pour éviter que le sang remonte. Donc le premier bruit, toum, c'est la fermeture de cette porte-là. Et cette porte, c'est la valvule mitrale à droite ou tricuspide à gauche. Donc à chaque fois qu'on entend toum, c'est que le sang est passé des oreillettes vers les ventricules et que la porte s'est refermée. Donc, toum, fermeture de la valvule auriculo-ventriculaire. Vous imaginez bien aussi que le ta aura rapport avec la fermeture d'une porte également. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bruit de valvule? Non? Ça va pour tout le monde? Donc vous avez déjà la réponse à quelques questions de l'activité, hein, puisque je vous ai décortiqué ce qui se passe en A, bien sûr. Je ne vais pas vous faire B1, B2, etc. Ça sera un petit peu à vous de réfléchir. Mais je vais quand même revenir sur l'activité avec ce qu'on vient de voir ici en A et le schéma que vous avez ici, enfin les schémas que vous avez ici. Alors une petite précision sur ces schémas. Vous avez la taille du cœur au repos représentée et vous avez la taille du cœur en contraction qui est représentée. Les lignes pointillées représentent la taille normale du cœur au repos. Donc par exemple ici, quand le cœur est au repos, il atteint cette taille-là. Quand le cœur est au repos, il atteint cette taille-là. En haut, quand il est au repos, voilà, on atteint cette hauteur-là. Mais vous voyez par exemple ici que dans l'image D, on est seulement ici. Ça veut dire qu'on a tout ça en moins. Donc cette image D nous montre que le cœur est en contraction. Il n'est pas au repos. Où est-ce qu'on a la même chose? Là également. Alors l'écart est moins grand en E qu'en D. Ça veut dire que le cœur est en contraction, mais une contraction moins forte. Et on a aussi cette représentation ici, en B. Donc c'est pareil, le cœur est au repos, est en contraction par contre. Il est en contraction sur la partie haute, donc sur la partie oreillette. Donc voilà pour la compréhension de ces schémas. Vous avez aussi les valvules à regarder. Donc par exemple ici, elles sont toutes fermées. Là, elles sont toutes fermées également. Il y a des moments où elles sont ouvertes. Et puis vous devez aussi regarder le sens du fléchage du sang. Donc voilà, le sens de circulation, on va dire, du sang. Donc, est-ce qu'on pourrait trouver dans ces schémas celui qui correspond à la phase A qu'on vient d'étudier, la systole auriculaire, où, je récapitule, en systole auriculaire, on a contraction des oreillettes, donc du coup le cœur est plus petit que la normale au niveau des oreillettes. On a ouverture des valvules tricuspides et mitrales pour laisser rentrer du sang de l'oreillette vers les ventricules. Donc un trajet de sang de l'oreillette vers les ventricules. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Alors, il y a Pauline, il y a Sarah aussi. D'autres personnes? Je vais remettre le schéma. Alors, peut-être Asia, que j'ai pas encore entendu. À ton avis, quel schéma représente la systole auriculaire? C'est-à-dire les oreillettes plus petites qui se contractent et le sang qui va des oreillettes au ventricule parce que les valvules tricuspides et mitrales sont ouvertes. Je vais regarder. Mon micro ne fonctionne pas, mais tu peux m'écrire la réponse. Donc A, B, C, D,
ou E. Je tourne mes schémas. Alors, Asia nous dit C. Alors, il y en a qui avaient levé le doigt tout à l'heure. Je crois que c'était Apolline et Sarah. Apolline, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu dirais C aussi? Moi, j'aurais dit B. B pour Apolline. Est-ce que d'autres personnes pensent B? Sarah, pareil, Capot. Marine, elle dit B. Allez, les autres, là. Manon, Laurie, Angel, Anaïs, B. Angel, E. Asia, B finalement, ok. Laurie, je sais pas, B aussi. C'est pour Manon. Alors, on va regarder. Voilà, en systole auriculaire. Les oreillettes sont sous pression. Ça veut dire qu'elles sont plus petites que la normale. Quand vous regardez l'ensemble des 5 schémas et que vous comparez la taille des oreillettes, vous voyez que c'est ici qu'elles sont les plus petites. Là également, elles ne sont pas très grandes, mais par contre au niveau de la taille du départ, la taille du départ c'est ici pour le schéma B, au lieu d'être là, donc à ce niveau-là, pour le schéma A. Donc on voit ici que c'est plus petit. Ensuite, pour envoyer le sang vers les ventricules, il faut que les valvules soient ouvertes. On voit bien que là et là, les valvules sont ouvertes. Donc ça veut dire que l'oreillette envoie son sang vers les ventricules. Donc si c'est l'oreillette qui travaille et qu'elle envoie le sang vers les ventricules, on est bien en systole auriculaire. Donc effectivement, c'était la réponse B. Alors, je crois que c'était, je sais plus si c'était Angel qui avait mis réponse E. Peu importe qui l'avait mis, hein, mais on va regarder la réponse E. Donc en réponse E, on est en systole. Effectivement, on est aussi en contraction, puisqu'on voit que le cœur, il est plus petit. Mais il est plus petit du côté des ventricules. Donc on est plutôt en systole ventriculaire. Donc en fait, par ordre chronologique, on aurait d'abord la systole auriculaire, puis la systole ventriculaire. Alors justement, en parlant de systole ventriculaire, vous pouvez vous aider de ce texte. Parce que il n'y a qu'une seule systole auriculaire, mais par contre il y a 2 systoles ventriculaires, enfin 2 étapes dans la systole ventriculaire. D'ailleurs ces 2 étapes, on les voit ici en B, vous avez B1 et B2. Donc dans le texte, on vous dit qu'on a une systole ventriculaire isovolumétrique, c'est-à-dire où le volume ventriculaire reste constant. Et on a aussi une systole ventriculaire d'éjection, c'est-à-dire où le ventricule se vide de son sang. Si le ventricule se vide de son sang, ça veut dire qu'il envoie le sang vers les artères. Quand je regarde mes schémas, j'ai 2 schémas qui correspondent à la systole ventriculaire, le D et le E, puisque je vois bien qu'ici mes ventricules sont plus petits. Maintenant, dans lequel des 2 schémas est-ce que mon ventricule se vide de son sang pour l'éjecter dans les artères? Je vous écoute. Alors, Sarah. Le schéma D, tout à fait. Dans le schéma D, on voit bien que le sang va vers les artères parce que les valvules sigmoïdes sont ouvertes. Vous remarquerez, bon, c'est petit, mais on voit quand même que les valvules tricuspides et mitrales se sont fermées. Dans le schéma E, vous êtes dans la phase de systole ventriculaire à volume constant parce que toutes les valvules sont fermées. Il n'y a rien qui peut rentrer, il n'y a rien qui peut sortir. Le sang, il est emprisonné dans les ventricules. D'ailleurs, il tourne à l'intérieur parce que voilà, il ne peut pas aller ailleurs. Donc, il est coincé dans les ventricules et il va falloir attendre que cette porte s'ouvre pour que le sang puisse être éjecté vers les artères. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez ici. Donc, par ordre chronologique, ça serait d'abord E, puis D. Et si je reprends avec la systole auriculaire de tout à l'heure, ça ferait B, E, D. Les autres schémas,
bah, on voit que le cœur a une taille normale, une taille maximale. Donc les deux autres schémas correspondent au repos du cœur, à la diastole. Après, je ne vais pas vous donner toutes les réponses, ça sera aussi à vous de réfléchir. Pour vérifier quand même ce que j'ai dit, on peut toujours regarder ce document avec le volume sanguin. En systole auriculaire, on envoyait du sang dans le ventricule, le volume augmenté. En volume systole ventriculaire, pardon, contraction isovolumétrique, quand toutes les portes sont fermées, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, le volume est constant. Et en éjection, bah, je perds du sang puisque je l'envoie dans les artères, donc le volume diminue. Voilà, donc vous aurez aussi à réfléchir là-dessus, il y a des questions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça vous paraît un peu plus compréhensible ce document pour ceux qui l'avaient regardé et qui le trouvaient compliqué? Marine, ok. Sarah, ça va beaucoup mieux, bah tant mieux. Avec la vidéo, vous verrez, ça sera encore mieux. Hein. Ok, super. Large, bah tant mieux, Apolline. Alors, ce que je vais faire, c'est que, avant de conclure, je vais vous montrer le document du livre que vous avez sûrement. Vous savez, le CD que vous avez à la fin du livre. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas ce CD? Oui, alors la vidéo va te permettre de vérifier en partie des réponses. Tu n'auras pas tout, mais je pense que ça va te permettre de mieux comprendre. Alors, Apolline, tu n'as pas le CD, Angel non plus, si j'ai bien compris. Les autres, vous avez le CD? Je vais vous montrer hein, ce que c'est. Ok, Sarah là. C'est ça. Ok. J'arrive pas à vous retrouver. Je vous vois plus du tout. Ah, ça y est. Voilà. Alors, je vais donc... ce que je vais faire, donc pour ceux qui n'ont pas le CD, j'ai même pas le livre. Il est en cours. Ah là là, je vous avais dit de le prendre le dernier jour. Oui, alors je sais pas s'il y a moyen de le récupérer, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo, comme j'ai fait les autres vidéos YouTube là que je vous ai envoyées. Donc je vais vous en envoyer une la semaine prochaine avec l'animation du CD que je vais commenter. Comme ça vous aidera quand même à mieux comprendre. Alors là justement, je vais le faire tout de suite. Le lycée ne veut pas qu'on vienne chercher nos affaires au casier? Ouais. Ouais, j'imagine que si tout le monde demande, ils vont peut-être pas, effectivement pas vouloir, mais après, il y a bien un moment où il va falloir récupérer ses affaires, je pense. Hein. Bon, faudra attendre un petit peu. On n'a pas notre cahier de thématique. Un par un. Ok, vous avez demandé? Parce qu'Angel, il dit à part un. Moi, je pense aussi, je pense qu'un par un, c'est possible. Vous avez contacté quelqu'un pour savoir si vous pouvez venir? D'accord. C'était quand que tu as appelé, Sarah? Parce que je pense que là, en mai, après le 11 mai, ils vont peut-être vous laisser. Voilà, donc là, bon, on va arrêter hein, le cours pour aujourd'hui. On a fait 1 heure de cours, c'est déjà bien. J'espère que vous avez un peu mieux compris et que ça vous permettra de faire plus facilement l'activité. Pour pouvoir me l'envoyer ce week-end et que je vous la corrige pour lundi. Est-ce que avant qu'on se quitte, vous avez des questions ou des remarques, des choses à rajouter? Ok Marine. Manon, ça va? On va pouvoir en refaire, oui, bien sûr qu'on va en refaire. Ouais. Bon là sur ce chapitre-là, c'est vraiment important de faire ce genre de choses justement parce que je sais que c'est compliqué. Donc oui, là je vous laisse tranquille jusqu'à lundi, je vous envoie tout ça. Je vous enverrai le début, parce que là on est dans le grand 2 du chapitre 1. La semaine prochaine, donc on commencera le grand 3. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, si je vous fais d'abord faire les activités et je vous contacte après. Mais oui, soit la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, peut-être vendredi, je vous en refais. Ou sinon le lundi de la semaine suivante. Mais on va en refaire, bien sûr.
pense que c'est quand même mieux pour vous. Est-ce que les vidéos, ça vous a aidé? Vous savez, les vidéos que j'ai faites? Enfin, pour l'instant, il n'y en a que 2, mais bon. Le lundi, on est avec Monsieur Daguin. D'accord. À quelle heure? 15 heures. D'accord. Bon. Bon, alors ça sera soit on se refait une classe virtuelle le vendredi prochain. Donc vendredi prochain, je sais plus combien on est, le 8 mai ou le 7 mai, quelque chose comme ça. Bah non, c'est férié. Enfin bon, ça change pas grand chose en confinement, mais soit je vous contacte en classe virtuelle le mardi alors. Je vais essayer de changer les horaires aussi pour que ça soit pas toujours les mêmes qui les vidéos le matin et les autres l'après-midi. Sarah, tu dis que tu n'arrives pas à voir les vidéos? Les vidéos que j'ai faites sur la chaîne YouTube? Quand tu ouvres mon lien, ça te donne quoi? Ok. Les autres, vous avez réussi à voir mes vidéos? Ça met erreur. T'as essayé de différents... Ouais, Laurie, t'as réussi. T'as essayé, Sarah, avec ton ordinateur, avec ton téléphone? Parce que moi, je l'ai essayé sur un téléphone, sur un ordi, ça marche, ouais. C'est bizarre. Alors, essaye avec ton téléphone. On sait jamais. Bon, tu essayes de voir et tu me tiens au courant. Sinon, je te renverrai un lien. Mais logiquement, ça fonctionne. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais vous laisser, parce que après j'ai rendez-vous avec le 3e groupe de la classe. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon confinement, restez chez vous, soyez prudents, et puis travaillez bien. Merci. Mathias arrive, donc il va venir dans la 2e partie alors. Ok. Merci Laurie, bonne journée à toi. Ok. Merci tout le monde, j'étais contente de vous voir ou de vous entendre, ou ne serait-ce que de lire vos petits messages. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.